Comment bâtir la ville de 2050 ? L'acte de construire est en pleine révolution, nouveaux modèles, nouvelles architectures. On va parler bas carbone dans cette émission. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour se projeter sur la ville de 2050, bâtir 2050. Nicolas Joly, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général du groupe ICAD, Maud Cobet, bonjour. Bonjour. Architecte et fondatrice de Maud Cobet Architecte. Alors, en introduction à tous les deux, j'ai envie de vous demander, on parle beaucoup de régénération urbaine, de régénération du patrimoine, de nouveaux modèles. Tout cela tourne autour de l'immobilier bas carbone. Quel sens donner à l'immobilier bas carbone aujourd'hui ? Nicolas. Pour un acteur de la ville depuis plus de 70 ans comme ICAD, le sens de l'immobilier bas carbone, je pense que c'est l'engagement. L'engagement à un moment où justement on peut être beaucoup à s'interroger sur ralentir, renoncer. Au contraire, notre conviction c'est qu'il faut rester engagé, il ne faut pas renoncer et c'est ce qui va nous pousser à se transformer. Et chez ICAD, comme on travaille au-delà de l'immeuble à l'échelle du quartier, on met la biodiversité aussi au même niveau que l'immobilier bas carbone. Très bien. Maud Cobet, l'immobilier bas carbone. Alors je dirais déjà pour la profession que je représente, architecte, c'est de la remise en question d'un métier, la remise en question de savoir-faire. On travaille plus horizontalement avec les maîtres d'ouvrage et avec les constructeurs. Et on essaie de remettre au cœur, je dirais, les hommes et les femmes qui vont vivre dans les bâtiments. Donc le bas carbone, oui, avec plaisir. Mais autour d'un objectif, c'est l'homme. Très bien. Alors Nicolas, déjà peut-être resituer le groupe ICAD en quelques mots. Volontiers. Effectivement, je vous le disais, on est un acteur de la ville depuis plus de 70 ans. ICAD, c'est un groupe qui est coté, qui a la Caisse des dépôts comme actionnaire de référence. Et vous le verrez, on a l'avantage de toucher à toute la ville, aux hommes et les femmes qui vivent au quotidien, parce qu'on fait boulot dodo. On fait boulot parce qu'on est une foncière qui a 6,5 milliards de patrimoine, essentiellement du bureau en Île-de-France, à peu près 2 millions de mètres carrés, c'est l'équivalent de la moitié de la Défense, si vous voulez. Et puis on est un promoteur logement, c'est-à-dire notre mission numéro 1, c'est de produire du logement abordable, et on sait que dans le contexte actuel, c'est un enjeu majeur, et on produit un peu plus de 5000 logements par an. Donc on construit l'équivalent d'une ville, si vous voulez, comme hier, tous les 5 ans, à peu près. Donc voilà un peu ce qu'est ICAD aujourd'hui, et on est confronté aux enjeux qui sont ceux de notre secteur, de se réinventer une fois qu'on aura traversé la crise qu'on traverse aujourd'hui. On va justement les voir, évidemment, on va les évoquer. Bâtir mieux avec moins la ville de demain, ça c'est une promesse, c'est possible ? Je pense qu'en fait, la promesse, c'est bâtir différemment. Déjà, c'est rebâtir. Parce que cette ville 2050 que vous citiez, et que chez ICAD, on s'est donné comme cap, de bâtir la ville de 2050, c'est déjà rebâtir l'existant. Parce que 80% de la ville de 2050, elle est là. Elle est sous nos pieds et il faut la transformer. J'étais à Lyon il y a une quinzaine de jours justement et on avait tout un quartier au sein de la Part-Dieu où on vient transformer des immeubles de bureaux, une tour de bureaux qu'on transforme en une centaine de logements sociaux et logements libres et puis des immeubles tertiaires qu'on adapte aux besoins de nos clients de demain. Donc c'est avant tout construire différemment, c'est recycler aussi l'existant. Et là on parle de matériaux, on parle de mobilier. Et puis, c'est aussi travailler avec des nouveaux matériaux qui sont pour beaucoup des matériaux anciens. La terre crue, et justement, on aura l'occasion d'en parler avec Maud, mais le bas carbone, justement, le bois, effectivement, avec des enjeux d'organiser des filières. Donc, c'est construire différemment, et puis c'est aussi construire différemment au-delà des matériaux dans la manière dont on le fait. C'est construire ensemble. Construire pas uniquement ICAD promoteur ou investisseur, mais construire avec les acteurs de la filière, évidemment les architectes, mais aussi les constructeurs, les industriels. Et c'est possible. C'est la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. On l'a vécu avec le village des athlètes l'an dernier, justement. La filière a su s'organiser. Il a fallu les Jeux Olympiques pour ça, mais pour réussir ce tour de force qui était de transformer une friche en un quartier bas carbone, parce qu'on a eu un projet qui a une empreinte réduite par 2, sur quelque chose qui était à l'échelle, parce qu'on a tous réussi à faire preuve d'innovation de manière collective. On est allé chercher des choses différentes dont la profession peut aujourd'hui s'inspirer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur des nouveaux développements qu'on a à Metz, par exemple. Donc,
On est à la fois à construire différemment avec des matériaux qu'il faut s'approprier et puis à construire aussi différemment dans la manière dont on le fait avec la filière. Et tenir compte de l'existant, vous le disiez Nicolas, c'est-à-dire aussi réinventer des lieux de vie, des nouvelles destinations, aussi la transformation de bureaux en logement, c'est l'une des pistes, il y en a bien sûr d'autres. Qu'est-ce que vous explorez dans les nouveaux usages notamment ? Alors, en fait, les nouveaux usages, ils sont effectivement partout, ils occupent 24 heures sur 24 de la vie des gens. Ils attendent des choses différentes dans leur logement, qui est le sujet numéro 1, parce qu'on parle de la ville de 2050, mais il faut aussi s'occuper de la crise qui est là, qui est, encore une fois, je vous le disais, notre mission numéro 1. Donc il faut des logements qui sont adaptés, et là, le bas carbone, l'efficacité énergétique rentrent aussi en ligne de compte. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un sujet de pouvoir d'achat, réellement. Donc on a cet enjeu-là, on a des nouveaux usages dans les bureaux, on en parlait, où nos utilisateurs d'il y a 20 ans, aujourd'hui, sont des clients. Ouais. Quand aujourd'hui on construit, on gère, on investit dans des bureaux, on se préoccupe certes de l'immeuble, mais on se préoccupe aussi de la vie qu'il y a dedans. Et donc il faut connaître les gens, leurs problèmes et y apporter des réponses appropriées. Et puis au-delà des immeubles, il faut élargir. C'est-à-dire qu'il faut travailler à l'échelle, c'est rendre un immeuble à son quartier, c'est réouvrir des immeubles, des quartiers à la ville, renaturer, recréer des connexions au sens de l'urbanisme. Donc voilà un peu tout ce sur quoi on porte notre attention, nous, aujourd'hui, acteurs de la ville. Et ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec les élus. Ça se fait évidemment avec les futurs habitants. Et on a des terrains de jeu qui s'élargissent. On parle des bureaux en logement. Mais on a également des grands terrains de jeu autour des entrées de ville, qui est un sujet qui nous tient à cœur côté ICAD, qui sont des grands territoires qu'on veut travailler, dans lequel on veut intégrer de la mixité. Alors justement, vous avez sorti une enquête, un baromètre sur ces entrées de ville. Quels sont les principaux enseignements sur ces requalifications ? Alors c'est un sujet qui est particulièrement intéressant, les entrées de ville, qui passionne aussi, parce que ça parle à tout le monde. Ouais. Les entrées de ville, ces zones commerciales qui finalement se sont développées en périphérie des villes, parlent à tout à chacun, parce que tout le monde y va. Et donc on a travaillé avec la CET, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts, pour faire 3 choses. 1, recenser effectivement ce dont on parle. Quelles sont ces entrées de ville qui ont été urbanisées de manière plus ou moins structurée sur le plan commercial. Parce qu'il y a un potentiel énorme. Un potentiel énorme. La CET a recensé 3800 sites en France, plus de 3800 sites, sur des choses qui représentent, vous le voyez, environ 80 000 hectares. 80 000 hectares artificialisés aujourd'hui, c'est l'équivalent de 4 fois l'artificialisation annuelle en France, avec des terrains de jeu qui vont sur de zones petites, de 1 à 3 hectares, jusqu'à des zones qui font plus de 15 hectares. Donc là, on a un enjeu de transformation qui est extrêmement fort. Donc ça y est, on voit à peu près de quoi on parle. Et ça, c'est un potentiel qui est important, parce qu'on a tiré le trait avec la CET pour se dire quel serait le potentiel si on développait des projets mixtes, et un des savoir-faire d'ICAD et d'un certain nombre d'acteurs. Donc, et là, à la fois des bureaux, des logements. Des bureaux, des logements, et vous le verrez, on a aussi interrogé et les élus et les Français, mais quand on regarde en termes de potentiel de logement, sur ces 80 000 hectares, on a un potentiel de plus d'1,6 million de logements. 1,6 million. À horizon 15 ans. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Ouais. C'est vraiment, si on tire le trait, 1,6 million, c'est Paris intramuros. Donc c'est significatif. Ouais. Et alors, ce qui est important, vous parliez de cette ligne temporelle, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme ? À court terme, se concentrer peut-être sur les zones qui sont les plus faciles à muter, zones d'1 à 3 hectares. Pourquoi ? Parce que ça sera l'enjeu de la prochaine mandature municipale 26-32. 2026. Et là-dessus, on peut, selon ce qu'on pense, travailler. Il y a un potentiel pour 120 000 logements, à peu près. Donc on ne va pas perdre de temps, parce qu'on sait que le temps de construction, on parle de 7 ans éventuellement, enfin, sur des grosses opérations, c'est un temps long. C'est long, et puis il faut les porter, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas des friches commerciales pour l'essentiel. Vous avez des friches commerciales, mais vous avez aussi des zones dynamiques dans lesquelles les Français et les Françaises aiment aller de manière régulière, et il faut tenir compte des commerçants en place qui profiteront de ces projets pour rénover leur outil, mais qui ne peuvent pas baisser le rideau. Et donc plus il y a une vraie complexité. Associer le public et le privé dans le travail collectif, c'est très important. Complètement. Et ça, c'est le deuxième point. On a interrogé les élus, et ils veulent qu'on retravaille ces espaces. Ils sont convaincus que ça se passe par des partenariats entre le public, le privé. Ils veulent qu'on retravaille ces espaces. Un 9 sur 10 disent que c'est un des enjeux. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que les élus le voient par un prisme urbanisme, renaturation. On en parlait, qu'un enjeu fort. On a un potentiel de renaturation de 10 000 hectares.
10 000 hectares, c'est, je vous le disais, la moitié de l'artificialisation annuelle en France. Et ça, les élus le perçoivent. Ce qu'ils perçoivent un peu moins spontanément, c'est le potentiel de mixité. Et là, les Français le perçoivent. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a aussi interrogé les Français. Et là, vous avez près de 7 Français sur 10 qui disent qu'il y a du potentiel et qu'il faut intégrer du logement dans ces zones-là. Et on a, vous avez 1 Français sur 4 qui serait prêt à habiter dans ces zones-là, dans des redéveloppements mixtes. Et vous allez même jusqu'à 2 Français sur 5 quand vous êtes sur des populations plus jeunes qui sont, elles, directement impactées par la crise du logement. Donc, c'est un enjeu qui est fort. Le secteur est en train de s'emparer de ce sujet-là. Pour ICAD, c'est un sujet extrêmement concret parce qu'on a déjà sécurisé un certain nombre d'opérations sur lesquelles on travaille en partenariat, mais voilà, qui fait aussi partie de se bâtir la ville de 2050, de se bâtir différemment, rebâtir l'existant, être un promoteur de l'existant. Pour nous, c'est un peu un métier nouveau. Alors justement, à propos de métier, à propos de nouveautés, à propos de bâtir justement cette ville de 2050, Maude Cobet, qu'est-ce qui change dans vos métiers, dans votre métier d'architecte ? Alors l'approche, elle est radicalement différente depuis, je dirais, une quinzaine d'années, mais là, il y a une accélération à cause ou grâce finalement à toutes les obligations qui nous incombent. La première, c'est qu'à l'époque, on partait de la table rase, on démolissait, on reconstruisait. Il y a eu l'époque après-guerre où on avait cette volonté moderniste de construire pour le plus grand nombre. Il fallait aller vite, il fallait faire pas cher. Il y avait ce grand mouvement autour du Bauhaus qui était très intéressant. Et en 2025, en 2030, comment peut-on faire tous ensemble avec les industriels, avec les maîtres d'ouvrage, avec les architectes, avec les constructeurs, pour construire pour les hommes et les femmes autour du vivant ? La notion de vivant est extrêmement importante, c'est-à-dire que comment arrivons-nous à densifier la ville, à construire pour le plus grand nombre, avec un objectif économique qui est assez contraint évidemment, de construire mieux avec moins, et en préservant nos ressources. Et les ressources, elles sont nombreuses. Il y a l'eau, on ne parle pas suffisamment de l'eau, oui. Donc effectivement l'intérêt des matériaux biosourcés. Biosourcés, vous avez géosourcés, biosourcés. Géo, c'est tout ce qui vient de la terre, donc la pierre. On redécouvre la pierre, qui est cette pierre magnifique que Haussmann utilisait avec brio. Il a réussi, cet architecte, sans le savoir, à construire des bâtiments réversibles, puisqu'un immeuble haussmannien a cette capacité de pouvoir, à chaque étage, changer d'usage. Donc comment peut-on, nous, en 2030, en 2020, être capable de construire des bâtiments réversibles ? Donc, il y a la notion d'usage, la notion de matériaux biosourcés, j'en reviens, donc le géosourcé, la pierre. Vous avez également la terre, que l'on redécouvre. Donc, cette volonté vernaculaire de revenir à du bon sens, construire avec des matériaux qui existent déjà, réemployables à l'infini, recyclables à l'infini, la pierre, la terre, le bois, à condition évidemment que les filières s'organisent, et on le sait que la forêt française malheureusement n'a pas été plantée pour du bois de construction. Donc, organiser le long terme sur cette capacité à massifier, notamment. Exactement, donc la massification, pour éviter d'importer le bois, le transformer, donc d'éviter ce saccage de carbone. Et puis ensuite, il y a cette notion de confort d'été qui est extrêmement importante dans la pratique, puisqu'on sait qu'effectivement, le froid, jusqu'à maintenant, on construisait autour du froid. Comment isoler ? On avait peur du froid. Et on se rend compte avec le réchauffement climatique que finalement, la vraie contrainte, c'est le chaud. C'est-à-dire comment on va pouvoir faire face à ce réchauffement climatique qui va faire que Paris va devenir Bordeaux dans 20 ans, Bordeaux va devenir Alger dans 30 ans, etc. etc. Donc on appelle ça le confort d'été. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on va revenir à des solutions de bon sens qui existaient à l'époque, c'est-à-dire en utilisant ces matériaux biosourcés et géosourcés qui coûteront moins cher à terme parce qu'on va les massifier, on va construire des bâtiments plus beaux, plus durables, plus respectueux de l'environnement et qui seront, encore une fois, élégants et désirables, puisqu'on sait que ces matériaux, les gens l'aiment. Les gens aiment la pierre, les gens aiment la terre, les gens aiment le bois. Alors justement, en illustration, on va voir 2 exemples emblématiques de réalisation. La première, c'est direction Lyon, à partir notamment en partie en terre crue. Oui. C'est l'immeuble Via Terra et puis Via Nova, donc on est à Lyon, vous allez pouvoir commenter, Maude. Oui, alors c'est un projet que j'ai eu la chance de faire avec les équipes d'ICAD. On est sur
travailler la notion de déjà là. Vous savez qu'à Lyon, c'est une des villes les plus denses et qui ont été les plus artificialisées, puisqu'à l'époque, c'était construit. On avait un maire qui adorait la voiture. C'était l'époque de la bagnole. Et donc, la ville était construite autour de la voiture. Et donc, la Part-Dieu, territoire autour de la gare, elle a pour particularité d'avoir des bâtiments extrêmement denses, très, très bétonnés, construits autour de la voiture. Et donc là, vous aviez un bâtiment des années 70. Ça, c'était l'avant, oui. L'avant, exactement. Donc, c'est un silo, donc c'est un ensemble de bâtiments qui logent des voitures. Et puis au-dessus, vous aviez un restaurant. Et donc, on a gardé le socle du projet et on est venu construire au-dessus de ce socle 8 niveaux d'étages, avec comme particularité d'avoir un mix des matériaux utilisés. Donc, il n'y a pas de la terre crue en partie. Exactement. Ouais. Donc, vous avez des planchers qui sont en béton bas carbone, et la façade, elle utilise en termes de remplissage de la terre. Donc on a des blocs de terre qui font 40 cm d'épaisseur sur 1 mètre de haut, qui sont posés les uns à côté des autres, et qui ont finalement cette capacité de déphasage thermique. La terre, elle permet de capter la chaleur et elle décale l'arrivée de l'air chaud à l'intérieur du bâtiment. Donc vous avez, je dirais, vous gagnez 8 heures entre guillemets de temps entre le temps où il fait chaud et il fait froid à l'intérieur du bâtiment. Donc on va limiter l'apport chaleur à l'intérieur du bâtiment. Deuxième vertu de la terre crue, c'est qu'elle existe déjà. Lyon est une ville qui utilise depuis toujours de la terre. Et donc on va récupérer cette terre localement à 30 km du site. On va la compacter, on va utiliser une vieille méthode qui est la terre de pisé. Donc ça permettra à terme, si la filière, tu en parlais tout à l'heure, est s'organiser, de réorganiser la filière de béton. Les anciens qui travaillaient le béton et le banche, vous utilisez leur savoir-faire et vous le transformez pour pouvoir faire de la terre de pisé. Et donc plus on va massifier cette pratique, plus le matériau sera le moins cher possible, évidemment. Et puis on va voir un deuxième exemple, alors emblématique aussi. Là, on est direction du côté de Nanterre, en région parisienne. C'est l'immeuble Origine. Oui, alors c'est un bâtiment qu'on a livré il y a 3 ans maintenant, pour le compte d'Icade également. Et c'est un bâtiment qui a une autre particularité. Construire en ville, c'est reconstruire sur la ville, premier projet que je vous ai présenté, et celui-ci, on part sur un territoire où il fallait absolument densifier, puisqu'on sait que à Paris, en région parisienne, la surface est précieuse, et donc on a gagné ce concours à l'époque pour pouvoir construire un immeuble de bureau qui avait la capacité de monter très haut et qui utilise à 60% des matériaux biosourcés. Donc là, vous voyez des façades en métal, mais à l'intérieur, les planchers sont en partie construits en bois, donc c'est un des bâtiments les plus environnementaux au monde. Il a le classement un peu technique E3C2. Alors E, c'est pour l'énergie, C, c'est pour le carbone. Et donc l'intérêt de ce projet-là, c'est qu'il utilise du bois et il produit plus d'énergie qu'il en consomme. Donc d'où le classement E3. D'accord. Et donc ce bâtiment, qui est à destination d'usage de bureau, eh bien, il a comme avantage exceptionnel de ne consommer très peu d'énergie. Et donc on sait que c'est un élément extrêmement précieux pour les ressources. Très bien, merci en tout cas pour ce tour d'horizon, merci. Comment justement produire des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs, économiquement abordables? Comment fait-on, Nicolas? Ouais, c'est une équation qui est difficile, effectivement. Donc déjà, je reviens sur le point de départ qui était de s'engager. Il faut s'engager parce que la base, c'est montrer que c'est possible. Parler avec Maud, et il y a des démonstrateurs qui montrent que c'est possible. Mais avant de démontrer que c'est possible à l'échelle et d'organiser une filière, il faut déjà oser s'engager pour le faire. Et ensuite, nous, ça implique aussi une transformation profonde. C'est de vos métiers aussi. Des expertises nouvelles, même notre business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un promoteur, Icade est un animal assez unique qui est à la fois promoteur et investisseur, vous l'avez compris. Et on a besoin des fonds propres de l'investisseur pour mener notre métier de promoteur qui implique de racheter un peu la ville et de la porter sur son bilan le temps de la transformer. Donc même notre business model au fond change et nos équipes changent parce que nos expertises changent. Rebâtir, c'est différent de bâtir. Utiliser des nouveaux matériaux, c'est également différent. Donc c'est vraiment ce sur quoi on travaille et le but c'est d'innover. C'est d'innover en s'appuyant sur un écosystème qui est celui des entreprises, des industriels. Je citais tout à l'heure le village olympique, c'est ce qu'on a fait. On s'appuie aussi sur des startups. Typiquement, l'exemple que vous présentez, Maud, est appuyé sur une startup Terio qui est issue de notre startup studio Urban Odyssey. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut identifier
ces modèles-là, il faut nous les nourrir en business. C'est là le sens de cet engagement, pour montrer que c'est possible, pour travailler sur un prix de revient qui reste malgré tout contraint, qui a augmenté significativement ces dernières années, une équation qui reste contrainte. Et il faut savoir se transformer là-dessus. Et puis, il faut aussi agir, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la demande, parce qu'on n'innove pas uniquement dans l'acte de construire et la manière d'organiser la filière, mais c'est aussi dans la demande, comment on peut solvabiliser davantage la demande avec des innovations financières comme du démembrement, comme le bail réel solidaire, qui permettent aussi de resolvabiliser une partie de gens qui aujourd'hui ne peuvent pas prétendre à être accédants. Pour compléter justement sur ces nouveaux modèles, sur l'innovation, il y a aussi le hors-site qui se développe beaucoup, Maude. Oui, le hors-site, c'est la capacité les architectes de dessiner des projets qui utilisent des matériaux qui pourront être fabriqués en nombre à terme. Et ensuite, c'est la capacité d'une filière à s'organiser pour construire plus de terre, plus de bois, plus de matériaux qu'on va pouvoir, nous, avec notre savoir-faire, imbriquer intelligemment. Faire des éléments préfabriqués déjà en usine avant, oui. Ce qui permet aussi moins de rotation de camions, moins de bruit, moins de poussière. On sait que c'est important pour les riverains aussi. On favorise le cycle court, etc. Après, il y a une notion extrêmement importante qu'il ne faudra pas oublier. Donc c'est toujours mon petit bémol quand je parle de la préfabrication, c'est qu'il y a alors je prêche évidemment l'intérêt de l'architecte, mais cette notion de beauté qui est essentielle. Oui. Ne tombons pas sur la même erreur que nous avons fait après la Seconde Guerre mondiale. On a construit au plus grand nombre des grandes barres que nous rénovons péniblement actuellement et qui sont nécessaires évidemment. Construisons avec cette notion de désirabilité, de beauté, d'inspiration. Et c'est là où le recours au décorum, à l'art décoratif, à la mode des natures est essentiel. Un bâtiment qui est bien dessiné, qui est généreux dans sa façade, elle permettra de passer les effets de mode et elle permettra aussi d'être le plus durable possible. Je prends un autre exemple. Si vous fabriquez un bâtiment extrêmement écologique, la boîte compacte, mais qui n'a pas d'espace extérieur, qui n'a pas d'élégance vis-à-vis de la ville, c'est un bâtiment qui sera inexploité et qu'on finira par démolir un jour. Donc il y a toujours cette notion d'équilibre entre l'industrie et l'art, et c'est l'intérêt de l'architecture. Oui. Construire des bâtiments à la fois et des logements bien sûr de qualité. Alors, le gouvernement a lancé en fait le prêt à taux zéro pour le neuf, la possibilité d'avoir un prêt sans intérêt garanti par l'État jusqu'à hauteur de 30% pour une maison neuve et 50% pour un logement neuf. Donc on sent que là, sur le volet primo-accession, on va sans doute y aller, c'est un des leviers. Par contre, sur le volet investisseur privé, on réfléchit à un futur statut du bailleur privé. Comment donner envie d'investir dans l'immobilier, qui peut être un acte citoyen? Ça permet de loger des familles, aussi des étudiants, Nicolas. Vous posez une question clé. C'est-à-dire que la crise du logement, qui est aujourd'hui dans le débat public, parce que tout le monde en a conscience, elle vient de trois choses. L'augmentation des prix de revient, une offre qui a chuté. Enfin, on a mis en construction, je crois, cette année, autant de logements qu'en 1950. Il faut remonter à 75 ans. Les permis de construire, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas eu si peu d'autorisation. On a ce sujet de l'offre qu'on a évoqué et on a la demande. Donc on a ce triptyque, il faut arriver à travailler sur la demande en étant aussi parfaitement lucide sur l'état des finances publiques, complètement, mais il y a cette envie aussi du particulier d'investir. Donc on solvabilise l'accédant avec des dispositifs comme l'extension du prêt à taux zéro que vous avez évoqué. Il y a un certain nombre de dispositifs également d'exonération sur des donations, successions, dans une certaine mesure, qui ont été mises en place cette année. Et sur l'investissement particulier, effectivement, créer un statut du bailleur privé à un moment où effectivement le Pinel s'est arrêté en 2024, c'est une des réponses à la solution de la crise du logement. Parce qu'il faut de la demande. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des investisseurs qui soient capables de porter une partie du parc locatif. Parce que si vous avez moins de production de logements, en fait, vous avez un sujet de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ça met de la pression sur le parc locatif. Vous avez une baisse de l'offre locative de 50% sur les 3 dernières années. Donc, en fait, vous avez un effet en chaîne. Si vous n'avez pas d'investisseurs, on produit moins de logements. Donc, vous avez un parc locatif qui est plus que jamais sous tension. Et s'il est plus que jamais sous tension, vous avez des gens qui ont du mal à se loger. Et si on prend ensuite le parc social, vous avez 2,5 millions de personnes aujourd'hui qui sont en attente d'un logement social. Donc on a aussi cet enjeu autour de la demande. Il faut qu'on arrive à résoudre cette équation à triple inconnu, prix de revient, offre et demande. Et vous avez compris que je pense que la réponse, c'est qu'on n'arrivera pas à la résoudre seul. Ouais. On ne peut pas être seul dans sa ligne d'eau. C'est une question de secteur, c'est une question de filière qui doit s'organiser. Maud le soulignait à raison, sans renoncer
à l'environnement sans renoncer à la désirabilité. Je pense que c'est des sujets clés. Mais c'est aujourd'hui dans le débat public et c'est porté. Et nous, on s'inscrit effectivement de manière active et dynamique dans les différents groupes de travail de manière alignée avec la profession. Ne pas renoncer à l'environnement, à l'écologie dans l'acte de bâtir? Non, bien sûr, et surtout qu'en France, on est précurseur, donc il faut être fier. Il y a cette réglementation environnementale. Vous savez, à l'époque, on était tenu par la RT, la réglementation thermique. Et là, la révolution depuis 2 ans maintenant, c'est de considérer dans l'acte de bâtir l'environnement. Donc c'est la partie intégrante du projet. Ne revenons pas en arrière, il y a des hésitations sur le ZAN, il y a des discussions sur l'ARE. Nous avons été précurseurs en France, nous le devons l'être encore à l'échelle européenne. Restez exemplaires. Restons exemplaires. On a inventé le Minitel, on ne va pas s'arrêter au Minitel, on a prolongé, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bien d'être toujours à la clé au début, mais il faut tenir ses promesses. Il y a effectivement cette crise, mais qui s'additionne aux autres et qu'on les connaît toutes récurrentes. Profitons de ce moment un peu clé pour se remettre en question et travaillons différemment. La notion de long terme est effectivement compliquée. Alors le promoteur, le maître d'ouvrage a la notion de rentabilité rapide, donc le métier se réinvente et voilà, donc on fait aussi un peu nettoyage, on a la pratique des métiers qui a été peut-être un peu abusive. Les architectes aussi se requestionnent et visons effectivement des objectifs dans le long terme puisqu'on sait que tout le monde sera gagnant et on restera peut-être mieux dans le futur. Nicolas, oui. Oui, effectivement, je pense que on peut simplifier sans renoncer. Ça, c'est absolument clé et ces engagements, nous en tout cas chez ICAD, on les maintient clairement. Et ce que disait Maud est essentiel. On est à un moment clé où on traverse une crise qui est profonde, qui est multifactorielle. On a des événements exogènes qui ont agi comme révélateurs de transformations plus profondes qui sont à l'œuvre. On a un enjeu, nous, qui est de ne pas gâcher cette crise, quelque part. Il y a aussi des façons de réussir, de transformer en tout cas. C'est une opportunité de transformation. On n'a pas un après la crise qui ressemblera à l'avant la crise. Les choses seront différentes. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan industriel, que ce soit dans les usages que vous soulignez. Et donc nous, on doit profiter de ce moment pour se questionner en toute sincérité, se transformer en profondeur, à la fois avec notre écosystème et à la fois dans nos modes constructifs, dans la manière qu'on a d'appréhender notre métier, qui est celui de bâtir la ville, en ayant ce cap justement de 2050. Donc ne gâchons pas cette crise. Pas gâcher cette crise, Maud, en conclusion. Non, et profitons pour justement remettre tout à plat et s'adapter également aux nouveaux usages. Construire un bâtiment ou rénover un bâtiment pour une famille dont on sait que la moitié se recompose. Donc comment on est capable de proposer des espaces d'habitation avec des familles une semaine sur 2 qui changent de 2 à 5 parfois, avec beaucoup de femmes qui vivent seules avec leurs enfants, avec la problématique de vieillir en ville, puisqu'on sait que la population va vieillir de plus en plus, avec comment étudier en ville, comment redonner la ville à la place aux enfants. Un enfant qui joue dans la rue, on sait que c'est essentiel, et qu'un enfant qui est en sécurité, c'est que la ville est plus belle. Comment préserver les ressources, comment ramener de la nature en ville. Tous ces challenges sont source d'inspiration pour demain, et je pense que c'est une opportunité assez exceptionnelle, et je suis très contente de vivre cette époque. Bon. Content de vivre cette époque aussi, Nicolas, en conclusion. Également, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est facile tous les jours. Et encore une fois, j'en profite pour saluer les équipes qui, effectivement, sont tous les jours sur le terrain et se battent, on le sait. Mais c'est une opportunité. C'est une vraie opportunité de se transformer. Et donc, on a la chance d'être là. On doit en faire quelque chose. C'est notre responsabilité. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Merci à vous. Nicolas Joly, merci beaucoup. Merci Olivier. Maud Cobet, merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Imo.